D'accord. Donc on reprend. Donc ce cours sur les facteurs de risque cardiovasculaire est un des plus importants parce que le risque cardiovasculaire est le risque principal de morbimortalité dans nos pays, dits civilisés ou développés. Je vais partir des guidelines de la Société européenne de cardiologie, car aujourd'hui, l'evidence-based medicine est quand même la base. Et les guidelines, c'est ce qui est de plus important, parce que c'est un consensus de médecins qui ne sont pas forcément d'un même pays, mais qui vont ensemble, à partir des données scientifiques, essayer de retenir quelles sont les indications les plus importantes. Donc, en fait, tout démarre de la recherche. On aboutit à des guidelines, on passe par l'éducation aujourd'hui, et on passe aussi par des essais cliniques qui vont revoir et réactualiser ces guidelines. Donc il y a un effet permanent de cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on ne radote pas les mêmes choses, mais on les remet à jour. Donc quelles sont les 5 raisons pour une approche active des préventions des maladies cardiovasculaires? Comme je vous l'ai dit, parce que c'est la cause la principale aujourd'hui de décès prématurés et de maladies en Europe. La pathologie sous-jacente, c'est l'athérosclérose qui se développe de façon insidieuse sans qu'on s'en aperçoive. La troisième raison, c'est que décès, infarctus et AVC surviennent le plus souvent de façon soudaine et avant qu'un support médical soit possible. Ce qui veut en d'autres dire, on est dans la prévention. Quatrièmement, la survenue des maladies cardiovasculaires est très très fortement liée au style de vie et à des facteurs de risque modifiables. Je donne un exemple parce que vous me dites qu'est-ce que ça veut dire modifiable. Il y a des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Lesquels? L'hérédité, tout simplement. Quand votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père sont morts de mort subite à 40 ans, c'est un facteur de risque qui n'est, hélas, pas tout à fait modifiable. Donc, raison de plus pour qu'on puisse agir sur les facteurs modifiables pour réduire la mortalité et la morbidité, spécialement chez les patients pour lesquels on n'a pas fait le diagnostic de maladie cardiovasculaire. Donc, les maladies cardiovasculaires sont dues à une combinaison de ces facteurs de risque. Alors, le management des facteurs de risque dans la pratique clinique, c'est la petite liste qui est là. C'est les changements de comportement physique, comportement psychologique, les modifications de la diététique, l'arrêt du tabac, l'activité physique. Je vous rappelle que dans cette fac, on a fumé, ce qui paraît aberrant aujourd'hui. Comme quoi on peut modifier les comportements. Le contrôle de l'hypertension artérielle, le traitement des dyslipidémies, le traitement du diabète, la prévention des sujets qui présentent un syndrome métabolique, on verra sur la définition, et le traitement par médicaments prophylactiques. Prophylactique, ça veut dire que vous avez un cholestérol élevé, mais c'est tout ce que vous avez. Imaginons que parmi vous, on dose le cholestérol et qu'on trouve un cholestérol LDL à 2 grammes. Même si vous avez aujourd'hui, en gros, à peu près 20 ans, on ne peut pas vous laisser avec 2 grammes de LDL. Voilà. Donc, quelles sont les priorités de prévention des maladies cardiovasculaires en pratique clinique? Il y en a 4, comme vous voyez, 4 types de patients. Il est évident que pour les patients qui ont une maladie cardiovasculaire établie, que ce soit cérébrovasculaire, athéroscléreuse, cardiaque ou périphérique, c'est évident qu'il faut prévenir. Quelqu'un a fait un infarctus, c'est bien de lui déboucher les artères, mais si derrière vous ne faites aucun effort pour la prise en charge des facteurs de risque, c'est gonfler un pneu crevé. Deuxième catégorie de patients, c'est les patients asymptomatiques, mais qui ont un haut risque de développer les maladies cardiovasculaires. Vous voyez qu'il y a une sorte de gradient de sévérité. Alors, premièrement, ceux qui ont des facteurs de risque multiples, qui aboutissent sur une période de 10 ans, de développer 5% d'événements cardiaques fatals, c'est-à-dire de décès, tout simplement. 5% de risque de décès à cause des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est ce qu'on appelle les patients à haut risque. Alors, je vous expliquerai plus tard comment est-ce qu'on les définit. Deuxième catégorie, c'est ceux qui ont, comme je vous le disais à l'instant, un
facteurs de risque simples, mais franchement élevés. Genre un cholestérol élevé, LDL élevé, une pression artérielle élevée, ou un diabète de type 2, diabète de type 1 avec microalbuminurie. Alors, la troisième catégorie, ben, c'est les parents de la catégorie 1 et 2. D'accord? Parce que si vous apprenez qu'au cours d'un petit examen gratuit de cholestérol à la sortie d'amphi, vous avez 2 grammes de LDL, en 1, vous allez avoir le moral un peu bas, 2, vous allez vous traiter, mais 3, vous allez dire à votre frère, sœur, parent, dis donc, j'ai un cholestérol très élevé. Et vous, vous le savez? Quatrièmement, eh ben, c'est tous les autres individus qu'on rencontre dans la pratique clinique et à qui on se doit de poser la question, l'établissement des facteurs de risque. Alors, quels sont les objectifs de la prévention cardiovasculaire? Premièrement, de réduire la survenue du premier événement ou des événements cliniques suivants liés à une maladie cardiaque, un AVC ou une maladie artérielle périphérique. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire maladie artérielle périphérique? Ben, c'est de l'athérosclérose sévère au niveau des jambes, hein, ou au niveau, et comment ça se termine? Par une amputation. Et vous saviez qu'un patient qui a été amputé pour une raison d'ischémie de jambe, eh ben, c'est un patient dont la mortalité va être beaucoup plus élevée ensuite que les autres. Voilà. Deuxièmement, ben, bien sûr, c'est de prévenir la survenue des morts subites. Voilà. Donc, le score système, c'est celui qui va vous permettre de définir très facilement, en consultation, le niveau de risque des patients. D'accord? Alors, toujours pareil, 2 catégories de patients. Les patients qui ont une maladie cardiovasculaire connue, eh bien, on va évaluer pour l'avenir quel est le risque complet de survenue morbimortalité. Et c'est évidemment ceux pour lesquels il va falloir intervenir de façon la plus forte sur le mode de vie et sur les médicaments pour traiter l'hypertension, le diabète, le cholestérol, etc. Deuxième catégorie, les sujets apparemment en bonne santé. D'accord? C'est les actions préventives en accord avec le risque cardiovasculaire complet. Donc, le score Systemic Coronary Risk Evaluation System est issu d'un énorme registre database d'études prospectives au niveau de la Société européenne de cardiologie et qui va nous prédire tout type d'événements cardiaques fatals sur une période de 10 ans. Alors, il intègre bien sûr l'âge, le sexe, le fait de fumer, l'hypertension et le cholestérol. C'est des choses très simples, d'accord? En gros, on peut savoir très rapidement. Ce score, ce n'est pas basé sur des marqueurs biochimiques extrêmement complexes qui changent d'un laboratoire à un autre. Non, c'est des choses extrêmement simples. Et il prédit donc les événements qui aboutissent au décès et un risque élevé est défini comme un risque supérieur ou égal à 5%. Donc si je vous dis que vous avez 5%, si vous ne suivez pas, corrigez pas au facteur de risque, de mourir dans les 10 ans, vous dites, la vie va être courte. Voilà. Alors, vous avez sur cette diapo, à gauche, les femmes, à droite, les hommes, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes types de facteurs de risque. Vous avez 2 colonnes, la colonne non fumeur et la colonne fumeur, et vous avez l'hypertension, d'accord, qui va à différents niveaux, et vous avez aussi l'âge. Donc il est évident que la couleur verte, c'est moins de 1%, la couleur noire, c'est plus de 15%, et 5 à 9%, c'est la couleur rouge. Et vous voyez qu'il y a un gradient, hein. Plus votre tension artérielle est basse, plus vous êtes jeune, et moins vous risquez d'avoir un risque fatal. Et à l'opposé, plus vous êtes fumeur, âgé, homme, et ben plus vous risquez d'avoir un accident
OK? Et alors, vous avez en bas, j'ai oublié de vous parler bien sûr du cholestérol, mais je ne sais pas si vous le voyez avec ma souris, voilà, le cholestérol qui se situe là, OK? En millimoles. Alors ça, c'est pour les régions à faible risque en Europe cardiovasculaire. Quelles sont ces régions? Ces régions sont les régions latines plutôt, France, Italie, Espagne, Grèce. D'accord? Celles qui économiquement sont actuellement à risque plus élevé. Mais curieusement, à risque cardiovasculaire moins élevé. Par contre, toutes les régions, Europe du Nord, anglo-saxons, sont des régions à risque plus élevé, comme vous allez le voir. Vous voyez? Là, on est sur High Risk Region in Europe, etc. Donc, quand vous avez cette petite carte, vous pouvez extrêmement facilement, d'abord, vous l'appliquer à vous, et deuxièmement, l'appliquer. Dites donc, qu'est-ce que je risque au niveau cardiovasculaire? Ah ben c'est très simple, âge, sexe, vous fumez, l'hypertension, le cholestérol. En 2 minutes, vous avez pu établir une sorte de prédiction. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette petite charte? Eh ben, en fait, les faibles risques, comme je disais, c'est la Belgique, la France, etc. Et les hauts risques, c'est tous les autres pays d'Europe. Hein. En gros, c'est les Latins contre les Anglo-Saxons, les Romains contre les Anglo-Saxons. Comment est-ce qu'on estime le risque personnel? Eh ben, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, on va sur la table et on l'applique très simplement. Donc, il y a 5 minutes, vous n'étiez même pas au courant, et maintenant, vous êtes en mesure, dans quelques années, ça vous paraît aberrant quand je vous dis ça, mais dans quelques années, vous saurez à prendre des décisions, à faire des consultations, à être aux urgences pour voir les patients, et à essayer quand même d'appliquer la médecine préventive. Mais dès maintenant, les gens savent que vous êtes étudiant en médecine, donc ils viendront déjà vous dire, dis donc, c'est quelque chose de simple à appliquer. Donc, cette charte, elle peut donner des indications pour modifier les comportements, tabac, etc., alimentaires, pour faire que, par exemple, quelqu'un puisse arrêter de fumer s'il s'aperçoit qu'il a un risque très élevé. Donc, en pratique, les gens à haut risque, il va falloir traiter les risques, et les gens à faible risque, on va essayer de les maintenir en état de faible risque. Hein. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Alors, le risque cardiovasculaire total peut être plus élevé que celui qui est indiqué dans la charte pour les patients. Pourquoi? Parce que quelqu'un approche de la catégorie de l'âge suivant, hein, 59, il est plus proche de 60 que de 50. Chez les patients asymptomatiques, avec absence complète clinique, mais par contre, quand on fait un écho-doppler, on s'aperçoit que les carotides sont déjà atteintes, que les fémorales sont atteintes, qu'il y a des plaques sur la aorte. On s'est aperçu, par exemple, que les vétérans, que les patients pendant la guerre du Vietnam, des jeunes patients de 20-25 ans qui étaient autopsiés, on trouvait régulièrement ce qu'on appelle les fatty streaks, c'est-à-dire une espèce de grande traînée de cholestérol sur l'aorte. Hein. C'est incroyable. Ces gens, c'est vous, en fait. L'âge des soldats de la guerre du Vietnam, c'était les gens qui avaient entre 20 et 25 ans et qui avaient l'air en pleine santé. Et en fait, ils avaient déjà les marques de l'athérosclérose. Donc, chez les patients qui ont une forte histoire de maladies cardiovasculaires, avec décès prématuré, mort subite, infarctus jeune, etc. Donc, ces patients-là, on se croit, dans la mesure où on est jeune, protégé, mais en fait, non. Là, on est quand même plus à risque. Chez les sujets qui n'ont pas la chance d'être protégés, entre guillemets, par un bon cholestérol élevé, ils ont un taux de HDL, High Density Lipoprotein, qui est bas. D'accord? Donc ça, d'avoir un taux de cholestérol HDL bas, c'est un facteur de risque. Chez les patients sédentaires et les obèses. Alors, quelles sont les méthodes, en fait, pour détecter chez les patients qui sont asymptomatiques, mais à haut risque? Alors,
je vous les cite, elles ne sont pas forcément dans l'ordre, hein. L'IRM est une technique extraordinaire parce que d'abord, elle est non invasive et deuxièmement, parce qu'elle est vraiment non invasive, contrairement aux rayons X qui, eux, silencieusement, quand on accumule des rayons, je suis bien placé pour vous le dire, on accumule des risques aussi. Donc on arrive sur la suivante, c'est CT scan, d'accord. Ça c'est extraordinaire parce que ça permet de voir les calcifications coronaires et d'établir des scores comme le score d'Agatston, qui font que plus vous avez d'artères calcifiées et plus vous avez un risque au niveau des calcifications. Au niveau des coronaires, le fait de montrer des calcifications artérielles, vous êtes certain que votre patient a, à partir d'un certain seuil, une maladie coronaire. Donc, mais par contre, vous prenez des rayons X. Donc, on ne peut pas se faire un petit CT scan une fois par an à partir de l'âge de 20 ans pour juste s'assurer que... Donc, les ultrasons, l'écho-Doppler qui va permettre de voir l'épaisseur de l'intima média au niveau carotidien. C'est une excellente méthode et non invasive et qu'on peut répéter autant qu'on veut pour prévenir les événements tels que l'AVC. Bon, il est évident que l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, qui permettent de voir une anomalie de type trouble du rythme, trouble de repolarisation ou autre, et l'échographie qui permettra de voir simplement si vous avez par exemple une hypertrophie cardiaque parce que vous avez une hypertension artérielle qui n'était pas connue. Alors, cette diapo, elle est pas très compliquée, mais elle est un peu longue. Quelles sont les étapes que l'on peut utiliser pour être efficace dans la mesure où on est face à l'interlocuteur? Alors, premièrement, il faut développer une alliance thérapeutique avec le patient. Je traduis ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que dans la mesure où quelqu'un vient vous voir pour vous poser une question ou pour vous demander votre avis, que ce soit pour un cancer de la peau, pour un problème de cataracte ou un problème de maladie coronaire ou de dermatologie, c'est qu'il faut avant tout établir un lien de confiance. Sans ce lien de confiance, vous devenez un technicien de la médecine et c'est horrible. La chose la plus importante, c'est dans votre métier, c'est d'établir ce lien de confiance. Et ce lien de confiance, il va démarrer par le patient qui vient prendre rendez-vous, vient vous poser une question. Mais en même temps, au cours de la réponse, il va vous tester, il va dire « ouais, vraiment, ou alors non, je ne le sens pas ». Et dans ces cas-là, vous avez, quand on a raté...